Bonjour, mesdames et messieurs. On est le 6 juin 2006. Alors, est-ce qu'il vous reste encore de l'argent? C'était le premier du mois. Mon Dieu, ça te part un show. Ça, c'est pas de la bière, mes amis, c'est de l'eau. On vous a vu, hein? Alors, bienvenue tout le monde. Bonjour, Belzébuth Gendron. Ça va bien, Astaroth? Ça va pas mal, pantoute. C'est la journée des démons aujourd'hui. Pour les superstitieux, l'écran va se volatiliser dans quelques secondes. Nous sommes tous possédés de la bête aujourd'hui. Parlez pour vous. Exactement. Vous êtes la bête vous-même. Alors, parlant de bête, c'était hier le 25e anniversaire de la découverte du virus du sida. On ne sait pas encore si c'est un Français ou un Américain qui avait découvert le virus, mais bref, ça a été diagnostiqué. Le professeur Montagnier, le Français, en tout cas, à l'Institut Pasteur. C'est ça, exactement. Et souvenez-vous que le premier cas répertorié de sida au Canada, en 1981-82, c'était un Montréalais et on en a même fait un film, The Band Played On. Hein? Mais je me demande si c'est pas dans le monde que le premier, c'est pas juste au Canada, c'est que ce premier cas de sida était un Canadien. Oui, et c'est moi-même qui avais fait son testament à l'époque. Il est décédé il y a environ 5 ans. Meurent pas de sida, mais les gens sont encore malades, ils ont encore plein d'effets secondaires. Et il y a des hauts et des bas, là. Oui, et les gens se protègent plus non plus. Ils sont aperçus aussi qu'il y avait une recrudescence de maladies vénériennes qu'on n'avait pas vues depuis des années, comme la syphilis, la syphilis est en croissance dans certains milieux. Oui, l'herpès. Alors, il faut se protéger. Toutes des belles maladies intéressantes, l'herpès. Quand on a ça d'en face, c'est tellement plaisant. Surtout quand les boutons éclatent de partout. Reste dans le visage, puis allons au point. Mais là, tu veux me parler d'un footballeur des Rough Riders d'Ottawa, un ex. Oui, qui avait une vie assez trépidante. Un ex-footballeur, donc Travis Smith, qui, lui, en fait, est poursuivi parce qu'il aurait eu des relations sexuelles consentantes, dit-on, avec une femme, mais sans dire des relations protégées une fois, l'autre fois non protégées, sans, dit-on, avoir divulgué à cette femme le fait qu'il était atteint du sida. Est-ce qu'il le savait? C'est ça la question. Il le savait très bien. Il le savait très bien. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'on va maintenant, en fait, c'est ce que la Couronne veut, est-ce qu'on va maintenant obliger les gens qui ont le sida à le dire, à le divulguer lors de relations sexuelles? Et moi, je pense que oui. Moi, je pense que non. Ben oui, je pense que non, parce que si tu as la responsabilité d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, un fuck friend, une histoire d'une nuit, comme c'est fréquent aujourd'hui, il faut que tu te protèges. Ben oui, il faut que tu... si tu te protèges, tu n'as pas besoin de dire que tu as le sida. Est-ce que tu aimerais ça, toi? Est-ce que coucher avec une femme qui a le sida, tu dis, moi, je me protège. En tout cas, moi, c'est justement l'affaire. Admettons que moi, j'ai le sida, puis tu me trouves de mon goût, puis t'en peux plus, puis tu veux me baiser. Si je te dis j'ai le sida... J'ai pas juste une petite culotte, moi, j'ai une tête. Excuse-moi, là. Ce qui veut dire que si quelqu'un a le sida, je veux le savoir, même s'il se protège. Mais ça veut dire que tu baiseras pas avec. Ben, ça veut peut-être dire ça. Et tant pis, baiser, là, on n'a pas besoin de ça pour vivre, là. Quand même, je baiserais pas, je mourrais pas, là, tu sais. Mais c'est l'expérience la plus intense dans l'histoire d'une vie humaine. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ça peut être... L'orgasme. Ça peut être l'expérience de la mort aussi, allô? Ça, c'est moins le fun. C'est parce qu'à un moment donné, là, si tu forces les gens à divulguer tout ton pédigree puis ton casier judiciaire avant d'avoir tout de même signer une formule de consentement... Ben oui, t'es dans une relation d'intimité. Mais si tu te protèges, t'en as pas de problème. Mais ça, c'est parce que tu es en train d'envoyer le message aux gens de dire, ben, baisez puis protégez-vous pas. Non, baisez. Non, pas tout en train de mélanger ça. Baisez, protégez-vous et ayez assez d'intimité avec la personne avec laquelle vous baisez pour l'avertir, pour que ça soit un vrai consentement. Moi, si je ne sais pas que le gars a le sida, c'est pas un vrai consentement. Est-ce que tu peux tomber en amour avec quelqu'un qui a le sida? Mais bien sûr. Et là, ça change tout. Là, ça change toute la donne. Ça change toute la donne. Mais puis on peut vivre, oui, mais là, on parle d'histoire d'une nuit. Comme ce joueur de football et j'allais dire plusieurs sportifs de haut niveau ont des baises à répétition avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Excuse-moi, si je suis la pitoune qui a cruisé ce soir-là, je veux le savoir qu'il a le sida, excuse-moi. Oui, mais ça va s'arrêter où après? Est-ce qu'on devra le divulguer à notre employeur, à nos voisins, quand on va à l'hôpital? Je comprends que c'est une préoccupation, ça c'est vrai, puis que ça peut stigmatiser davantage des gens qui ont le sida. Mais dans le cas d'une relation sexuelle qui est un lieu d'intimité, c'est pas comme le travail, ça je pense absolument nécessaire de dire. En tout cas, personnellement, moi je pense que si tu te protèges, les risques ne sont plus là. C'est pas sûr à 100%, mais quand même. J'avais envie de... Je veux pas tomber dans les détails scabreux, là. Comment scabreux? C'est très beau, l'amour. Oui. Mais il y a se protéger. Oui. Tu sais, le port du condom, là, dans certaines relations, par exemple, bucco-génitales, il y en met-tu un, il y en met-tu pas un. Mais regarde, se protéger, c'est pas nécessaire. Une chance sur 1 million. C'est pas sûr. Que je disais. Bon, alors oui, maintenant c'est terminé, donc pauvre gars. Et on apprend tu sais que le gars a juste le droit de parler à son avocate. C'est la seule femme adulte à laquelle il a le droit de parler? Oui. J'aimerais pas danser souliers, surtout une avocate, comme ça doit être intéressant, surtout pour
la facture. Maintenant, le Journal de Montréal, fait assez cocasse, est disponible toujours avec un certain retard à cause de la grève des pressiers. Mais le problème qui me chicote un peu là-dedans, dans la famille québécoise, c'est qu'on fait maintenant imprimer le journal en Ontario. C'est drôle, moi je pensais qu'il y avait une loi anti-scab au Québec qui empêchait ce genre de pratique-là, de détourner justement les grévistes pour aller ailleurs. C'est assez particulier. Oui, mais moi, toi qui es de la gauche, tu devrais être scandalisé. Moi, je t'ai expliqué hier. Sont comme ça. Tu veux faire du bashing sur les pauvres travailleurs qui sont en grève? Non, je ne veux pas faire du bashing sur les pauvres travailleurs. Je veux faire du bashing, en fait, sur une certaine conception du syndicalisme, le syndicalisme du passé, syndicalisme de fier à bras, qui fait que des gens, par exemple, non contents de leurs conditions, vont aller faire du saccage, ravager. Bon, là, on... Ça me pue au nez, tu peux pas savoir à quel point. Moi, j'ai d'une génération où on n'a pas profité de toutes ces avancées syndicales, non, où on est des pigistes, on est des travailleurs autonomes. Et quand je vois ces gars-là qui ont 115 000 $ par année, des techniciens de machinerie, peut-être sophistiqués, là, je juge pas le oui, mais on n'a pas la contrepartie syndicale, là. On a juste la version québécoise. Ils font 115 000 $ par année et ils vont en plus saccager. Pourtant, je suis pas une fille de droite d'habitude, mais là, il y a Joe Biden des maudites limites. Excuse-moi, là. Mais je trouve ça quand même incroyable. Qui leur a donné ces avantages? Admettons, là, prenons pour acquis que c'est vrai le 115 000. Qui leur a donné? L'employeur. Ah, bon, ben, d'abord, ils ont juste eu à blâmer. Oui, mais à un certain moment donné, ils étaient sans doute les gens c'était tout à fait légitime d'être syndiqués. C'était nécessaire d'être syndiqués par rapport à des patrons abusifs. Mais dans les circonstances d'aujourd'hui, quand tu vois ces gars-là à 115 000, puis en plus, ils vont écoute, ça me met hors de moi, tu peux pas savoir. Et la mentalité de fier à bras, cette espèce de mentalité. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont saccagé pas la photo rapportée dans le Journal de Montréal. Oh mon Dieu, c'est épouvantable. Ils ont débarqué un rouleau. Tout un saccage. Ça, c'est le saccage de la baie James. Puis ils ont une flaque d'encre sur le plancher. T'as juste à passer à la mop. Stéphane, va au-delà, là. Va au-delà du simple fait. Savais-tu que Québécois a un bel historique de syndicalisme aux États-Unis dans ses imprimeries aussi? Il y a eu même des plaintes au Congrès américain. Oui, mais un empêche pas l'autre, puis un excuse pas l'autre. Moi, j'en suis juste sur cette espèce de notion de syndicat à l'ancienne mode, où finalement, des gros fiers à bras font de l'intimidation, maganent les affaires, intimident les scabs. Tout ça, moi, là, ça représente quelque chose du passé et de. Mais là, t'es-tu en train de me dire que t'es de la génération X? Là, tu parlais d'une génération sacrifiée, la tienne. Ben, pas tout à fait X, X écart, disons. Oui, X et demi. X écart, oui. Bon, le cellulaire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Avez-vous vu la triste nouvelle en page 2 du Journal de Montréal? Si vous avez pu mettre la main dessus ce matin, un enfant de Saint-Henri aurait été tué par un conducteur qui était distrait au volant en parlant au téléphone. Est-ce qu'on devrait interdire ça? Eh mon Dieu, on a envie de dire oui, hein? On a envie de dire oui, mais en même temps, là, on va interdire le cellulaire, on va interdire quoi, le gouvernement? Il y a des systèmes maintenant que tu peux te mettre dans l'oreille comme un téléx ici, on parle, puis on peut quand même garder son attention sur le volant. C'est parce que dans le fond, c'est question de chaque individu. C'est pas le cellulaire, c'est comme les histoires avec le fusil. C'est pas le fusil qui est dangereux, c'est pas le cellulaire qui est dangereux. C'est l'individu qui l'a des mains ou dans l'oreille. Il y a des gens là, qui ont ils ont un paquet de réflexes. Ils peuvent à la fois écouter, parler, mâcher de la gomme. Mais il y en a d'autres qui peuvent même pas juste mâcher de la gomme. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il faudrait faire du cas par cas, à la limite. Ben, écoute, ça en est rendu fou. Maintenant, vous savez, dans les télévisions, il y a toutes sortes d'éléments de distraction. Je viens de dire dans les télés, mais c'est dans les autos. Aux États-Unis, ben oui. Exactement. Ils ont même passé, en Georgie, ils ont passé un règlement dans l'État de la Georgie. Il est interdit de visionner des films en conduisant. Il y en a qui ont leur écran de télé, et le pire, c'est qu'il y a toutes sortes de films qu'on peut visionner, vous savez, en conduisant. Et l'État de la Georgie a restreint ça, mais uniquement, et là, je vous le dis, là, uniquement aux films porno. Tu peux regarder toutes sortes de films en conduisant, mais les films porno, c'est interdit. Mais alors que c'est un moment de détente. Excuse-moi, Stéphane, mais j'ai encore l'air presque plus de droite que toi. Mais quelle sorte d'abruti regarde des films porno dans son char en conduisant? Dis-moi quelle sorte d'abruti ça prend. Oh, mon oncle. Ben, je sais pas. Moi, ça prend vraiment un imbécile. Remarque, j'ai pas besoin de télé, moi, pour m'imaginer. Ben oui, c'est des gens qui manquent d'imagination. Ah, voilà, ça me rassure. Mais peut-être qu'on devrait l'abolir, parce que moi, j'ai scrappé 2 autos à cause du téléphone cellulaire. Puis tu le dis. Bon, oui. Le téléphone a sonné, je me suis penché, puis finalement, je me suis fait des tonneaux, puis ça a donné ce que ça a donné. Tu manges des Big Mac aussi, toi, en conduisant. Oui, voilà. Okay. Et vous savez, je ne sais pas lequel est le plus dangereux. Vous savez l'effet du Big Mac au bout de la chaîne alimentaire? Vous voulez pas le savoir, hein? Alors, ce matin, on va parler des terroristes.
Ah. Êtes-vous écœuré d'en entendre parler? Moi, je suis tanné depuis vendredi, depuis l'arrestation à Toronto. Je suis plus capable d'en entendre parler. Il y a même des tireurs d'élite qui accompagnent Stephen Harper dans son convoi avec des gros SUV au cas où on l'attaquerait. Qui a intérêt à attaquer Stephen Harper, premièrement? Le plus grand, beau pays au monde. On est un pays très dangereux. Nous autres, une grande force militaire. Écoute, c'est bien important. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Complètement ridicule. Je n'en peux plus. Je trouve que Harper en est ridicule. C'est comme un singe de Bush. Il veut montrer qu'il est à la tête d'une grande puissance. Alors là, tous ces gros camions là, qui font extrêmement militaire, qui font extrêmement grande puissance. Ça, il est bien fort là-dessus. L'achat d'avions, de bateaux. Et l'enlignement... mais c'est vrai qu'il faut investir dans l'armée. L'équipement militaire est même pas sécuritaire. Oui, c'était désuet. Bon. Mais on sent l'enlignement direct sur la politique de Bush. Oui. L'idée d'avoir cette espèce d'image d'homme de justicier, de cow-boy. C'est un petit cas. Moi, je trouve, sincèrement, ça a l'air d'un témoin de Jéhovah. Mais il n'y a rien à faire. Cowboy, là, mais... Contre le terrorisme, ce que les gens comprennent pas, c'est qu'il n'y a rien à faire. C'est comme le virus Ebola qui apparaît dans un village qui tue tout le monde. Tu souhaites de ne pas être dans le tas. En fait, le caractère extrêmement dangereux du terrorisme, c'est son imprévisibilité. Exact. Il fait n'importe comment, n'importe où. Évidemment, il faut les avoir à l'œil, mais à quelque part, comme tu disais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Te souviens-tu de Jean Lapierre qui voulait mettre, du temps qu'il était ministre des Transports, il voulait mettre des caméras dans les autobus. Des autobus partout. Comme si on avait le mot terroriste tatoué sur le front, puis dire « J'ai une bombe dans mon sac, veuillez m'arrêter ». Mais là, les caméras, là, ils en ont sur la rue Saint-Denis depuis... Oui, mais ça, c'est pour la drogue. Oui, mais ils sont rendus qu'ils en mettent partout. Moi, je me méfie. Je me méfie. Pourquoi? Tu parles de quoi t'approcher? Non, pas du tout. Justement, je suis bien placé pour en parler. Tu sais? Ben, moi, en tout cas, je trouve que c'est ridicule parce que le gars qui veut faire sauter le complexe G à Québec, par exemple, les gens de Québec qui nous écouter, j'ai juste à me louer un avion à l'aéroport puis aller me garocher sur le complexe G. Il n'y a pas personne qui va m'en empêcher. T'as beau faire ce que tu voudras, c'est fini. Ah, l'essence, 10 cents de plus ce matin, mais le problème, on apprend que Jean Charest va augmenter la taxe sur l'essence de 1 % parce que Harper la baisse de 1 %. Bravo! Enfin, une décision intelligente de Jean Charest. As-tu compris ça? Moi, j'ai essayé, parce que je suis une faible femme stupide, là, mais j'ai essayé de lire ça, cet article-là. J'ai absolument rien compris. J'essayais de comprendre 1 %, moins 1 %. Au fond, c'est les vases communicants. Le fédéral baisse le niveau général d'ATPS, mais le provincial ne l'augmentera pas, sauf pour l'essence. Pour financer le transport en commun des grandes villes, ça, c'est un bon coup. Moi, si j'avais été ministre aux dettes des Finances, j'aurais augmenté la TVQ de 1 % sur tout. Pour rembourser le déficit, une partie du déficit, puis l'autre partie, le transport en commun. Puis le transport en commun? Mais oui, mais il n'y a pas eu de courage politique, parce qu'on s'en va en élection cet automne. Oui. C'est M. Desmarais qui a annoncé ça déjà, comme un devin. Oui, puis il avait raison. La preuve, c'est que le PQ est sorti avec ça hier. 2 fois. On se prépare à des élections cet automne, et ça sera la défaite d'André Boisclair et la victoire de Jean Charest. Tant pis pour vous autres. On n'a pas le choix. Tant pis pour nous, en effet. Alors, crois-tu à Satan, ma belle Geneviève? Si je crois au diable. En fait, notre question, c'est croyez-vous au diable? Je vais te dire, tu vas être sans doute étonné. Je crois vraiment qu'il y a des forces du mal, mais des forces du mal. Je parle pas d'une bébite poilue, là. Je parle pas d'une bébite poilue, d'un yarb, de fantasmagorie inventée par... C'est quoi ça, les forces du mal? Moi, je pense qu'il y a des gens foncièrement mauvais, qui ont des mauvaises intentions, qui ont des intérêts terribles, qui veulent le pouvoir à tout prix, qui sont prêts à tout. Savais-tu que, ce que je te disais tout à l'heure, qu'à Montréal, il y a des messes noires. Il y a des gens qui font ça pour s'accaparer certains pouvoirs. Mais est-ce que ça fonctionne réellement? Ben, ça fonctionne avec le degré d'intention que tu y mets. Si toi, tu y crois, c'est une force d'intention de vouloir faire le mal, je crois que ça se peut. Et il y a un mot en truc ésotérique qui s'appelle un égrégore. Un égrégore, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu dois savoir ce que c'est? C'est une espèce de vortex d'énergie négative. Oui. On en rencontre des gens, on les sent, sont des gens d'énergie négative. Donc, quand un paquet de mauvaises énergies se mettent ensemble, je suis pas sûr que ça fait du bien. Quand Rumsfeld puis Bush puis se mettent tous ensemble, je suis pas sûr que ça fait du bien dans l'univers. Tu penses-tu que Bush fait partie du Skull and Bones, le fameux club où à l'université Yale, pour être initié, il faut se coucher nu dans un cercueil et danser avec un partenaire du même sexe? Tu sais que c'est ça l'initiation du Skull and Bones. Mon Dieu, c'est une belle fin de semaine pour toi, ça là. T'as déjà le cercueil, c'est ça? Danser avec Bush, je suis pas sûr. Mais vous savez, ce que tu parles, c'est du satanisme traditionnel. Oui, je crois à des émanations du mal, je crois aux mauvaises énergies, tant qu'à croire à un diable poilu qui surgit la nuit, ça, je ne crois pas à ça. Mais tu sais que le satanisme moderne qui a été fondé par Anton LaVey, qui est décédé en 1997, un pasteur satanique de la Californie, qui avait fondé son église dans les belles années des années 60, les années hippie, 70, et il a même joué dans le film de Roman Polanski, Le bébé de Rosemary. C'était lui qui jouait de l'orgue quand le fils de Satan a été consacré dans l'appartement à New York, pour ceux qui ont vu le film.
film. Et aujourd'hui, c'est la sortie du remake d'Damien la malédiction. The Omen. Mais tu sais que la gang de Charles Manson, justement, qui avait tué Sharon Tate, la femme de Polanski, faisait partie d'un culte sataniste. Ça, c'est plutôt la vision maléfique, exactement, très noire de la chose. Donc, qui n'est pas juste sexuelle, ni... Donc, on se laisse pour la pause. Et la question du jour, croyez-vous à l'existence de Satan? 666. On fait cette question-là parce que c'est le 6 juin 2006. Donc, croyez-vous à Satan? Et vous pouvez nous rejoindre au téléphone au 790-0874, 1-877-790-3535 ou par Internet, www.tqs.ca. On attend vos commentaires. Re-bienvenue, les amis. Alors, on va s'entretenir avec France Gauthier, qui a publié un livre ici, La vie après la mort, aux éditions de La Semaine en 2006. Bonjour, France. Salut, Stéphane. Donc, ça va bien? Salut, Geneviève. Bonjour. Donc, tu crois à ça, toi, une espèce de deuxième dimension, mais as-tu déjà été en contact avec des gens qui ont connu ça, le diable, Satan, l'au-delà, tout ça? Ben, écoute, je viens de publier un deuxième livre là, qui s'appelle La vie après la mort aux éditions La Semaine, dans lequel c'est un recueil des 50 premières entrevues que j'avais faites, dont une avec toi, Stéphane. Oui, exactement. On l'a le livre ici, là. Mais à la fin, il y a 6 entrevues avec des gens qui ont été aux prises avec des problèmes que moi j'appelle dits de possession, parce qu'on n'a aucune idée c'est quoi cette affaire-là. Donc ça existe. Dans le fond, mais écoute, ça existe. Il y a des témoignages, il y a des gens qui expliquent qu'ils ont vécu ça, et comme je l'explique au début du livre, j'avais pas du tout l'intention d'écrire là-dessus, puis à un moment donné, ça s'est imposé à moi. J'ai eu un cas d'une femme qui a écrit un livre qui s'appelle, son nom d'auteur, c'est Gézanne des Fées, là. Alors, ça m'intéressait même pas de le lire. Et tout à coup, je me suis mis à le feuilleter. Et bon, il y avait là-dedans l'histoire de cette femme-là qui vivait dans un appartement qu'elle disait hanté. Elle voyait le chiffre 666 à temps plein. Et il s'est passé un tas de phénomènes paranormaux qui sont tout à fait... c'est incroyable, tu peux pas croire ça. Inexplicable. Inexplicable, mais c'est surtout que c'est incroyable quand tu lis ça. C'est drôle jusqu'à ce que tu arrives au moment où une de ses amies va la visiter dans son appartement. Elle va à la toilette et elle ressort de là en proie à une transe effroyable. Et là, ils sont obligés d'appeler 911, la police, les ambulanciers, et les policiers ont fait appel à une médium. Ils l'ont appelée chez elle à 11h le soir pour lui demander de venir exorciser cette femme-là. Parce que le prêtre du service de police n'était pas disponible. Le prêtre, le chapelain du service de police? C'est ça. C'est assez spécial. Ça a-tu donné de quoi, l'exorcisme? Ben oui, dans l'espace de 5 minutes, la fille est arrivée. La bête est sortie. Alors, moi, tant que aussi longtemps que j'avais pas retrouvé les témoins, il n'était pas question que j'écrive là-dessus. Puis une journée, je me suis mis sur le téléphone, puis je les ai tous retrouvés. J'ai parlé aux 2 policiers, en fait, aux 2 policiers, à une ambulancière, parce que l'autre ambulancier est décédé par la suite, et à la médium. Puis là, ils me racontaient tous la même histoire, que la femme en question, qui était prise avec cette transe-là, marchait sur les murs, elle marchait au plafond, elle laissait des marques partout. Ça, c'est un appartement à Montréal? C'est un appartement à Montréal, ça? Un appartement à Gatineau. Il va demander l'adresse. Ben, est-ce qu'on est sûr de la santé mentale de ces 2 femmes-là? Excuse-moi. Pardon? Est-ce qu'on est sûr de la santé mentale de ces 2 femmes-là? Ah oui, écoute, là, moi j'ai interviewé la fille qui a écrit le livre, qui est tout à fait saine d'esprit, et elle est d'ailleurs, écoute, ça pourrait être ton amie, là, Geneviève, là, c'est une femme, c'est une femme pleine d'énergie, tout à fait grandée, mais elle a vécu ça parce que probablement qu'elle est très médium elle aussi. Ça, mais moi, ce que je savais pas, c'est que je me disais, bon, écoute, là, c'est des cas de psychose, évidemment, les médecins vont dire c'est de la psychose, mais là, il y a des traits de cet événement-là qui ne peuvent pas être liés à la psychose. Elle avait une force herculéenne. Il y avait 5 hommes dessus. Les 2 ambulanciers, en fait, c'est ça, les 2 ambulanciers, les 2 policiers, le beau-frère d'une des femmes qui était là, ils étaient tous dessus et elle élevait de terre. Elle devait peser 120 livres mouillés avec son lighter plein, là. Fait que ça avait aucun rapport. Et elle faisait des trucs, écoute, faut lire les articles là, dans la semaine, là. Elle faisait des trucs, elle se levait sur ses bottes comme un serpent. Elle était capable de marcher au plafond. Fait qu'écoute, c'est sûr qu'à un moment donné, tu te dis, coudonc, ils me disent toutes la même chose, je suis obligée de les croire. Ça, exactement. Ils disent tous la même chose, mais est-ce que justement c'est-tu nécessairement le mal? C'est-tu Satan? Ou c'est simplement un phénomène? Certain, mon Stéphane, là. Écoute, c'est pas le bien, mais qu'est-ce que marcher comme un serpent, puis gesticuler, mais qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans?
Est-ce que vous voulez que je vous réponde? Oui. Ah, oui, donc. Ben, pour moi, évidemment, Satan n'existe pas. Non. Alors, ça règle mon cas à moi, Mais là. pourquoi? Quand Mais tu je suis vois allée ça? chercher des explications. Je suis allée rencontrer un prêtre exorciste de l'Église catholique qui, lui, prétend évidemment que c'est Satan. Ben oui. Ici, là, le livre, celui qui est dans ton livre, Gabriel Arsenault? Oui, exactement. Mais est-ce que tu crois à l'idée de force du mal qui s'empare d'individus? Je crois à l'idée de force tout court. Et dans l'univers, dans l'énergie, il y a des pôles positifs et des pôles négatifs. Moi, je crois à ça aussi, oui. Et il y a des énergies qui peuvent être négatives. Et si tu es un peu médium, tu es capable d'aller chercher toi-même ces énergies-là. C'est sûr que la femme n'était pas toute à elle, là. Il y a quelque chose qui s'est ajouté à sa force à elle pour la rendre, pour la mettre dans cet état-là. Et quand la médium est arrivée, elle a fait son petit rituel, mis du sel autour, passé de l'encens, elle a récité un Notre Père, puis la fille est sortie de sa transe. Et c'était une femme... c'était une fille de diplomate qui avait fait le tour du monde, qui avait fait beaucoup de sorcellerie. Ah. Et elle était simple, puis elle avait un petit accent français, puis elle dit, mais voyons, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait hold up ou quoi? Parce qu'elle voyait les policiers, les ambulanciers qui étaient tous après elle. Elle se souvenait de rien du tout. Donc, une simple prière catholique a réglé le problème. Moi, j'ai bien de la misère avec l'idée de la prière catholique. C'est comme la gousse d'ail avec les vampires, puis le signe Puis de les la croix. miroirs, Puis, puis- Écoute, ça n'a rien à voir avec la prière catholique, ça a à voir avec l'intention. Ah, Si ouais, tu y ouais, crois, ouais, et la ouais. médium, elle, y croyait à l'intention, au pouvoir de cette Ça intention-là, a neutralisé. pour la neutraliser. Alors, si tu y crois, ça marche. Tu peux dire, écoute, tu peux dire une prière en philippin, si ça te tente, là, ça va marcher pareil. Au fond, c'est au niveau des énergies. C'est au niveau de l'énergie, ça n'a rien à voir avec la religion. Et c'est au niveau de la force de l'esprit et de l'intention, justement. Plus ton esprit est fort, à quelque part, plus ton Réussir intention à est forte, plus tu neutraliser. peux soit neutraliser, soit... Ouais. Ben, merci beaucoup, France, pour Merci, France. les précisions. Écoute, puis je veux pas être rabat-joie, là, mais ceux qui pensent que c'est la fin du monde aujourd'hui, là, Non. il y a eu un 6 juin 1906 aussi, hein, puis il y en a eu un par siècle, puis on a tous survécu. Oui, puis il fait beau Il aujourd'hui. fait un temps magnifique, exactement. Merci, France. OK, bye! Au revoir. Donc, Bye. on le rappelle, donc c'est La vie après la mort de France Gauthier, publié aux éditions La Semaine. Et à la fin, c'est vrai, il y a toute une série de témoignages de gens qui ont été confrontés à Satan, face à face avec le diable. Et puis, Ensuite, guider les esprits vers la lumière. Et le curé Votre Bon Cœur, ici, qui fait des exorcismes. Regardez-moi cette belle photo-là, comment c'est J'ai inspirant. bien de la misère avec le curé qui fait des Auriez-vous le exorcismes. goût de vous faire exorciser par cet homme? N'est-ce pas? Il est peut-être membre de l'Opus Dei. Alors, on se laisse pour la pause et au retour, on aura un médium avec nous qui viendra nous faire part de son expérience. Alors, croyez-vous au diable? 666, le 6 juin 2006, aujourd'hui, une fois par siècle, et c'est aujourd'hui. On a un courriel ici de Guillaume Charbonneau. Dieu, comme on le connaît, est une invention des hommes. Et l'homme a aussi inventé le diable pour soumettre les cerveaux à travers la religion. Et c'est la thèse défendue par Georges Minois aux Presses universitaires de France, qui a publié un excellent historique de tout le concept de Satan à travers les âges. Ça a été publié en 1998, une excellente brique qui se lit en quelques heures. Et c'est là qu'on voit justement que le diable est une création humaine, justement, Ben, pour bien faire sûr. peur au monde. En fait, la fantasmagorie, l'image d'une espèce de bête velue avec Oui. des cornes et tout ça. Moi, j'en ai un très drôle ici. De toute évidence, oui, le diable existe et pour ne faire peur à personne, nous l'avons rebaptisé gouvernement. Mais au grand désarroi de tous, ça aussi fait peur et c'est un courriel de Régent Savaria. Oui, puis on peut pas s'en débarrasser, c'est ça le problème. Alors, on s'entretient avec Louis-Philippe, qui est médium. Alors, bonjour Louis-Philippe. Oui, bon matin. Alors, parlez-nous de vos expériences. D'abord faire la petite, la petite mention que oui, je suis médium, mais que Oui. je suis pas Monsieur Machin, donc on peut venir consulter, c'est pas un travail. C'est ça, vous n'êtes pas comme Madame Minou, là, avec sa boule de cristal? Là? Non, C'est plus pas sérieux du que tout, ça. Là. non, je fais partie d'une équipe de bénévoles, on est médium, on fait ça une fois par semaine, du travail qu'on appelle du travail spirituel. Ouais. Oui. Et qui n'a rien à voir avec toutes les notions, effectivement, De religion. de religion ou de Satan. Nous, effectivement, un peu comme ce que France disait, ça se situe plus au niveau de l'intention qu'on met dans le travail. Et on parle jamais de démons, de diables. On essaie d'assister les gens dans leur
problème. Donc, vous y croyez pas aux forces du bien et du mal nécessairement, là, de façon organisée comme l'Église nous la présentait, là, c'est pas ça? Non, pas du tout. Puis même, c'est vous qui m'avez fait constater qu'on était le 6/6/2006. Oui. Je l'avais pas remarqué. Donc, votre travail de médium, ça consiste à quoi? Est-ce que vous, vous faites du travail pour sauver la planète, pour amener du bien dans l'univers? Parce que je sais qu'il y a ce travail-là chez les médiums aussi. Oui, il y a ce travail-là, mais on fait aussi du travail où on répond à des demandes particulières, un peu des cas comme ce que France a raconté. C'est-à-dire, voulez-vous expliquer? Des cas comme une dame qui peut être prise qui se sent pris par un esprit possesseur, ou quelqu'un qui a un enfant qui se réveille tout le temps la nuit, qui hurle parce qu'il voit des monstres dans sa chambre. Comment vous faites pour intervenir dans un cas type, là? Parlez-nous d'une expérience. Comment ça se passe? Alors, ça se passe que, donc, les médiums, on travaille jamais seul. On est toujours une équipe. On est toujours à peu près 6, ça peut être entre 6 à 12 personnes. Et ça, c'est tous des gens qui croient qu'ils ont des dons, ou en tout cas, qui ont travaillé sur leurs dons. Oui, qui ont travaillé dessus parce qu'on est tous plus ou moins médiums. Donc, on est tous plus ou moins athlètes, mais c'est pas tout le monde qui va courir aux Jeux Olympiques. Alors, mais ça se compare pas quand même, là, les facultés. La médiumnité, c'est un peu comme ça. On peut la travailler, on peut la développer. Oui, mais entrez-vous en transe? Comment vous faites pour entrer en contact? Oui, on prend ce qu'on appelle une fiche, c'est-à-dire la fiche, c'est où on a le cas, la personne nous a envoyé soit un courriel, nous a téléphoné, ou c'est quelqu'un qu'on connaît. On a le cas X, Madame Machin, avec tel problème. Et puis là, oui, concrètement, il y a des médiums qui vont se mettre en ce qu'on peut appeler en transe pour entrer en communication avec des esprits qui sont liés à ces personnes-là qui ont besoin. On essaie de discuter avec ces esprits-là. Donc des esprits du bas astral, puis du haut astral, puis tout ça, là? Du bas astral, parce que souvent, les esprits qui causent des problèmes autour de nous, c'est très souvent des gens qui sont très près de la matière, qui sont près de la terre, donc, qui sont vraiment pas loin de nous. Donc, c'est des gens qui sont morts, mais qui n'ont pas réglé leurs problèmes. C'est ça, là, pour être clair, là? Attachés. Ils sont restés attachés. Donc, vous croyez au concept de la réincarnation, là? Oui. Oui, tout à fait. Donc, c'est des gens qui n'arrivent pas à se détacher, à passer à leur prochaine étape, quelle qu'elle soit. Parce que donc, c'est des âmes malheureuses, on peut dire ça? Oui, des âmes malheureuses, des esprits ignorants aussi, des fois, qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont morts. Ça arrive très souvent. Ou des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils font nécessairement le mal. Oui, mais le mal est très relatif. Oui, mais quand on dit que quelqu'un est possédé, là, parce qu'on voit des séances d'exorcisme dans des films et tout ça, la personne, elle est vivante, elle est possédée par une autre force. Oui, par des esprits qui sont autour. Très souvent, ils sont pas seuls, sont en équipe. Puis comme je disais, c'est pas des forces sataniques, c'est des forces ignorantes, des gens qui sont là, des fois consciemment pour, effectivement, dans leur concept à eux, faire le mal puis causer des problèmes autour d'eux. Aux vivants, là? Pardon? Causer des problèmes aux vivants? Aux vivants, effectivement. De façon très souvent, quand c'est des cas extrêmes comme ça, ils vont le faire de façon consciente. C'est-à-dire qu'ils vont s'organiser pour foutre le bordel autour de cette personne-là. Mais la personne qui est incarnée, la plupart du temps, c'est quelque chose qu'elle a, entre guillemets, choisi ou attiré. Ça marche toujours des deux côtés. Mais il faut croire au concept de l'âme et tout ça, là. Merci, Louis-Philippe, pour votre témoignage. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Maintenant, on s'entretient avec Martine, à Québec. Bonjour, Martine. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Ça va bien, merci. Tous les jours, on écoute votre émission. C'est toujours aussi intéressant d'une fois à l'autre. Riez-vous de temps en temps? Toujours. Bon, c'est correct, ça. Il faut garder le sourire, puis le rire aussi, c'est important. Bon, vous, Satan, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, écoutez, moi, je vais vous raconter sincèrement. J'espère seulement vous rirez pas de moi parce que j'ai beaucoup de respect pour vous, monsieur, puis je sais que vous avez un bon raisonnement. Je vous suis. Monsieur tout seul. Non, excusez-moi, Geneviève. Non, mais Geneviève, elle respecte le monde. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Bon, OK. Alors, ce qui arrive, c'est que j'ai une de mes tantes, mais elle est aujourd'hui décédée. Mais autrefois, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle s'occupait des enfants à l'église. Oui. Alors, la communion, ces choses-là, c'était bénévole. Oui. Jusqu'au moment où un soir, c'est une personne évidemment qui priait beaucoup. Jusqu'à un soir, à un moment donné où elle a prié, elle s'est sentie complètement paralysée. Elle a été prise, si je peux dire comme ça. Et elle a ouvert les yeux durant sa prière. Elle priait pour les enfants qu'elle amenait en communion. Et elle a reçu une visite. Ça fait drôle à dire, mais elle a eu une image. De qui? Devant elle, de Satan, selon elle. Ah oui? Selon elle, évidemment. C'est une image. Elle a vu, là, vous allez rire, c'est sûr, c'était noir, justement, comme poilu. Et oui, c'est drôle, mais c'est... Il y a bien des affaires noires et poilues qu'on peut voir. Attention, oui, c'était noir. Mais j'ai de quoi vous raconter après, Martine. Okay. Allez-y, vous allez voir ça. Mais là, vous allez rire encore plus, parce qu'elle a décrit ça, ça ressemblait à un bec de canard. Oui. Je m'en allais comparer ça à un chanteur de Québec. Elle, ce qu'elle a décrit, c'est qu'elle a vu comme
là, une chose devant elle qui a voulu la séduire. Ah oui? Oui. Un aspect charnel, un peu. Oui. Ben, le bébé de Rosemary, là. Oui. Voilà, un peu aspect charnel. Alors, tout de suite, là, elle a essayé de s'en sortir. Et ce qu'elle nous a raconté, c'est qu'elle n'était pas capable. Elle a fermé les yeux. Elle a continué de faire son autre père et c'est finalement parti. Elle s'est sentie libérée. Elle a pu se remettre à bouger dans son lit. Ah, OK. C'était pas matériel. Elle était couchée le soir. paralysée. Elle était consciente. Mais savez-vous, là, ce cas-là que vous rapportez, Martine, moi, je vais vous raconter une petite histoire. L'année dernière, j'étais allé en France, à la rue du Bac, à Paris. Oui, c'est très... Sainte-Catherine-Labouré qui priait justement dans sa chapelle, là-bas, sur la rue du Bac, près de l'Odéon. Ben, la Sainte Vierge y est apparue. Ça aurait pu être le diable ou la Sainte Vierge, c'est la même affaire dans mon livre à moi, mais n'empêche que, elle l'a vue. Elle l'a tellement vue qu'elle est morte, puis son corps s'est jamais décomposé. Vous allez dans la chapelle de la rue du Bac, et le corps de Sainte-Catherine-Labouré est là en chair et en os, sous une cage de verre, et le corps ne s'est jamais... Il y a des phénomènes comme ça. Est-ce que des expertises scientifiques qui ont été faites là-dessus? Oui. Moi, je peux vous donner un dernier témoignage, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler. Il s'agit d'un de mes garçons qui, lui, était réveillé. J'espère seulement que vous allez me croire. Je demeurais dans un endroit, je vais vite vous expliquer, là, j'étais en instance de divorce. Oui. Ça allait pas du tout. Il y avait de la chicane dans mon appartement avec le conjoint avec lequel j'étais. Oui. Et j'ai 3 enfants, j'ai 3 garçons, moi. Le deuxième de mes garçons, celui-là s'est mis à faire un peu comme le soir avant de s'endormir, il entendait des sons, il entendait des voix qui étaient rauques, qui étaient basses. Il se mettait à pleurer. Alors, ça faisait peut-être une demi-heure qu'il était au lit, puis il me ramenait toujours. Maman, il criait après moi. Il pleurait. Ça lui a pris du temps avant d'être capable de me dire qu'est-ce qu'il en était. Il y avait peut-être 7-8 ans à l'époque. Donc, ça a duré longtemps, tant aussi longtemps que j'ai resté dans cet appartement-là. Qu'est-ce qui est arrivé? J'en ai aucune idée. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Ça allait pas bien au-dessus de chez moi. La personne qui était là, comme vous disiez tantôt, on dirait que le médium tout à l'heure a dit qu'il y avait un genre d'équipe, on dirait des fois qui s'installe. Ça m'a donné cet effet-là, en effet. Parce que j'avais des problèmes autour de chez moi, au-dessus de chez moi, avec le concierge. Il y a des maisons qui ont une J'étais en instance de divorce Moi, et puis on aurait dit que tout tournait autour de ça. Moi, je pense que les enfants, souvent, sont des petites éponges énergétiques. Oui. Parce qu'ils sont pas... ils vibrent à un autre niveau. Qui est plus pur, finalement. Tout à fait. Et puis, ils peuvent sentir ce genre de choses-là. faut Moi, j'ai vous pas de donner mal une du tout dernière à croire à ça, opinion. madame. Oui. Pardon? J'ai Oui. pas de mal du tout à croire à ça. Ben, Martine, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup. On Oui, va aller à la merci. pause. Au Donc, revoir. on vous rappelle le sujet aujourd'hui. C'est 6 croyez-vous à l'existence de Satan? Voilà. Alors, on est de retour et justement, on s'était laissé avant la pause sur les maisons. Et je vous raconte une anecdote. Nous, on a acheté notre maison le 2 novembre 1999, le jour des morts. Mais on l'a visité le 31 octobre, le jour de l'Halloween, avec ma femme qui est enceinte de 3 mois. Après la visite, elle a perdu son enfant. Fausse couche à l'hôpital à l'urgence, 3 mois. Ensuite, elle est retombée enceinte de jumeaux 1 an après. Pendant la grossesse, on a perdu un des 2 enfants. Ensuite, mon fils est mort en 2000. Et ensuite, tout récemment, ma femme est encore enceinte de 2 mois et l'enfant, encore une fausse couche. Changer de maison? Et il y a un enfant qui est mort dans cette maison-là aussi quand on a fait l'historique de la maison. Donc, il y a des maisons qui ont quelque chose. Hein? Ben oui, moi, je crois que les maisons ont une âme. Je crois que les maisons gardent dans leurs murs l'esprit, les vibrations des gens qui les ont habitées. Moi, je te dirais que je suis une citadine qui a habité plusieurs appartements et chaque fois, je m'en fous d'avoir l'air d'une folle, d'une sorcière. Je me fous complètement de ça. Chaque fois que j'entre dans un nouvel appartement, je fais brûler de la sauge pour essayer d'enlever les énergies de tout le monde qui a été là. On ne sait pas, on les connaît pas, tous les gens qui ont été là-dedans. Et je pense qu'on imprègne nos énergies. Et plus les gens ont des mauvaises intentions et ont des esprits forts, ça reste... Oui. J'ai pas de mal à croire à ça du tout, du tout. Alors, on s'entretient maintenant avec Caroline de Greenfield Park. Bonjour, Caroline. Oui, bonjour. Félicitations à toutes les deux. Merci. Pour votre émission. C'est fort intéressant. Oui, moi, dans ma famille, c'est arrivé. C'était l'oncle à ma mère. Et j'étais âgée environ 7-8 ans. Et mon oncle, à cette époque-là, il arrivait à 79 ans. Et c'était un homme qui avait toujours... sacré après le bon Dieu. Blasphémé. Pardon? Il blasphémait. Ah, il blasphémait, mais c'était pas possible. Comme moi, là. Non, je croirais pas. Est-ce que c'était dur à battre? Et à un moment donné, sa santé était très, très chancelante.
Et il demeurait avec sa sœur. Et d'un coup, il parlait qu'il faudrait qu'il verrait un prêtre, puis il faisait une crise tout le temps. Oui. Et il était très méchant, mais il souhaitait tout le temps du mal à tout le monde, puis tout ce qu'il souhaitait arrivait. Ah oui? Oui, tout ce qu'il souhaitait arrivait. Beaucoup de mauvaise énergie, là. Et au moment qu'il est tombé bien malade, là, que c'était très grave, il était le temps de le faire administrer. Là, ma mère et ma tante ont téléphoné l'appareil pour se rendre. Pour l'extrême onction. C'est ça. Et quand il est arrivé le prêtre dans la maison, dès qu'il a mis le pied dans la maison, mon oncle s'est mis à crier, là, non, 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 je veux pas le voir, je veux pas le voir, c'est le diable, je veux pas le voir. Pour lui, c'est le prêtre, la religieuse, c'était le diable. Ah oui? Et, est-ce qu'il finit par mourir? Le prêtre, il dit faut qu'il soit exorcisé. Ah oui? Et, à moitié mort, on va l'exorciser? Mon Dieu. Oui, mais il était trop tard pour qu'il soit exorcisé. Fait qu'il est mort. Avant de mourir, on se trouvait dans la cuisine. Ça se trouvait comme une maison. Tu sais, tu rentrais, c'était un passage. Ouais. Puis à ta droite, c'était la cuisine. Puis dans la cuisine, il y avait la chambre. Et là, plus le prêtre avançait, quand il est arrivé dans la porte de chambre... La porte s'est fermée dessus. Le prêtre a dit... mon oncle a crié... Non, va-t'en, je veux pas te voir les bras dans le visage. Donc, finalement, votre oncle était une bien mauvaise énergie. Était très, très forte. Merci beaucoup, madame. Merci pour le témoignage, Caroline. C'est comme dans les films d'horreur. Tu peux prévoir que la porte... Moi, la passe du rideau de douche... Mais moi, ça me fait toujours peur. Ou le garde-robe. Ça marche au bout. Tu ouvres la porte, puis... Tout le monde a peur. J'ai une petite musique d'habitude qui accompagne le tout. Oui, Psycho numéro 2. Ouais, ceux qui veulent voir le motel Bates sur la 138, juste avant d'arriver à Sainte-Martine, à gauche, il y a un vieux motel. C'est pareil comme dans le film Psycho. Alors, Sophia de Laval, bonjour. 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 Qu'avez-vous vécu? Ben moi, c'est sûr que je crois en la présence du diable. Premièrement, je suis très croyante. Donc, ma croyance se base sur la Bible aussi. Et la Bible est l'essence même de ça. La Bible parle du mal et du bien, tout ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que oui, il existe parce que, bon, vous savez aussi, il y a la pratique du vaudou. Je n'ai jamais pratiqué le vaudou, mais j'ai déjà vu les conséquences et j'en ai déjà entendu parler des conséquences du vaudou. Le vaudou qu'on pratique avec des animaux, là. Ouais. Non, pas nécessairement. Il y a des vaudous. Le vaudou est utilisé à plusieurs niveaux et pour plusieurs raisons. Mais en général, c'est pour des fins négatives. Là. En général, c'est pour des trucs négatifs. C'est souvent pour des fins négatives, mais les gens en font souvent une religion ou en font une habitude ou une culture aussi. Mais il y en a aussi qui l'utilisent pour avoir du bien, pour avoir aussi de la richesse, pour avoir... Il y a toutes sortes de choses. Je ne connais pas ça. Mais vous, le diable, c'est quoi pour vous? Parce que là, vous dites c'est dans la Bible. Vous parlez de la géhenne, puis de l'enfer, puis tout ça. Mais en fait, moi, la raison de mon appel, c'est surtout pour vous dire que oui, il existe parce que, entre autres, tous ces gens qui font du mal, je prends par exemple le vaudou, là, arrivent à transformer des gens et les rendre vraiment dans un état affreux. Ma mère a vécu quelque chose, j'avais à peu près 15 ans. Oui. Puis, donc, ce sont des gens qui prient beaucoup. Je ne suis pas catholique. Ce sont des gens qui prient beaucoup. On est protestants, donc la prière est vraiment la base de notre foi aussi. Donc, il est arrivé quelque chose à une fille qui était toujours avec nous aussi, qui a grandi dans l'église aussi. Oui. Et je n'oublierai jamais ça. C'était une fille tout à fait bien enjouée, belle, tout à fait pleine de vie. Parfait. Et quand elle est arrivée un vendredi soir, on a dû venir d'urgence. Là. Il est arrivé quelque chose, puis cette fille était complètement défigurée et par des prières, on s'est rendu compte, puis elle bougeait comme un animal, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de pas normal. C'était pas une crise d'épilepsie? Pardon? C'était pas une crise d'épilepsie? Non, c'était vraiment pas, là. C'était quelqu'un vraiment, on sentait, puis je vous en parle, puis j'ai la chair de poule, parce qu'on sentait vraiment qu'il y avait quelque chose de pas normal avec cette fille-là. Et à un moment donné, sa voix s'est transformée. Et ça, ma mère, elle ne mentirait pas là-dessus. Et plusieurs personnes ont été témoins, ça s'est répété plusieurs fois à l'église. Sa voix s'est complètement transformée et c'était un homme qui parlait. Ah oui? Et cet homme-là, les gens qui posaient des questions demandaient à cet homme-là, qui êtes-vous? Il a donné son nom. Oui. Il a donné où est-ce qu'il habitait. Il était aux États-Unis, on était à Montréal. Et il a expliqué pourquoi il a pris cette fille en possession. Donc c'est pour vous dire que oui, il y a des choses, il y a vraiment des choses mal. Il y a vraiment des esprits malins. Il faut y croire. Il faut même des fois avoir une frayeur. Et c'est ce qui nous donne la crainte aussi au niveau de ma foi. Je crois en Dieu. Mais la crainte et la foi, là, ça, là, c'est... Et la crainte est le début de la sagesse. La crainte Merci, et la Sophia. foi, moi, j'ai un peu de mal avec ça, là, mais bon. On s'en va rejoindre
rejoindre nos amis à Québec. Dave Leclerc, comment ça va dans la vieille capitale? Ça va très, très bien. Et vous? On est toujours en vie malgré le 666 aujourd'hui. Oui, on existe surtout toujours. À Québec. Surtout à Québec, Ouais. peut-être, effectivement. Oui, pourquoi surtout à Québec, je veux dire? Une ville pure et sainte. Pure! Oui, Une qui ville va pure. recevoir Benoît XVI bientôt, Mais témoin oui. de son public. Mais On oui. est béni des dieux. Bien sûr. On est bien protégé. oui. Alors, en information, aujourd'hui, ce qu'on va surveiller, c'est entre autres la comparution des présumés terroristes arrêtés en fin de semaine à Toronto. Ça devrait se passer au cours des prochaines minutes dans la région de Brampton. On devra avoir plus de détails, donc, vers midi. Et pour ce qui est de notre portion téléphonique, ce midi, on revient sur cet accident qui a coûté la vie à un jeune garçon de 8 ans dans le quartier Saint-Henri à Montréal en fin de semaine. Il semblerait que le conducteur d'automobile qui l'a heurté et discutait simplement au téléphone cellulaire. Alors, notre question, est-ce qu'il faut carrément, une fois pour toutes, là, se débarrasser des cellulaires au volant? Personnellement, je pense que oui. Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Ça fait longtemps qu'on en parle. Les policiers sont d'accord. Pourquoi pas l'appliquer? C'est bien. Ben, Tout merci, simplement. Dave. À demain. Au revoir. Alors, c'est le temps de la pause commerciale et on revient au retour avec d'autres appels. Croyez-vous à Satan? Es-tu convaincu? Oui! Alors ici, 2 courriels ce matin qu'on reçoit. Toujours notre auditeur en folie, Carole Tremblay, qui se réveille la nuit pour nous haïr. Il met son cadran toujours vers 3 heures du matin. Alors, le maire et la mairesse me font bidonner ce matin 2 nigauds qui disent n'importe quoi, 2 imbéciles consommés. Vive TQS qui a au moins le courage de mettre des abrutis en ombre. Merci beaucoup. Ah, ben c'est bien. Alors? Alors, bien des gens sont obligés de croire à Satan. Tous les croyants qui remplissent les églises sont obligés d'y croire, puisque si tu crois à Dieu, tu dois croire à son opposé. Bon, façon de voir. Le yin et le yang, le bon et le mauvais vont de pair. Bon, ben voilà. Mais c'est vrai, mais chaque être humain a les deux en soi. Les moi, je deux pense. pôles. Ben oui, ici, L'ombre Claire. et la lumière. Oui, exactement. Pardon, j'ai une petite toux matinale de cigarette. J'achève de fumer, là, ça sera pas long. Claire Latour, 72 ans, nous écrit, et ça, c'est un courriel brillant. Je crois plutôt que ces phénomènes, tu sais, de possession diabolique sont plutôt de l'ordre... La maladie mentale. Exactement, psychique ou neurologique. À une certaine époque, on pensait que l'épilepsie amenait nécessairement des séances d'exorcisme, mais c'était pas le cas. Alors maintenant, on s'entend avec, on s'écoute avec Véronique. Seigneur, quel beau discours ce matin. On est en ligne avec possédé? Véronique. Oui, c'est ça. Je vais parler en langue Bonjour. comme les pentecôtistes. Bonjour Véronique, ça va bien? Oui, bonjour. Tantôt, vous aviez parlé des maisons qui avaient quelque Oui. chose. Oui. Moi, je reste dans une ancienne école de rang. Oui. Puis, moi, en dessous de chez nous, c'est un ancien cimetière. C'est un cimetière. Oui, c'est bien ça. Et puis, moi, ça m'est déjà arrivé d'entendre dans la nuit, là, je me suis réveillée, j'ai entendu comme des petits rires d'enfants. Oui. Ça m'est arrivé à quelques reprises. Oui. Puis j'ai l'ancienne cloche aussi que le professeur utilisait pour ramener les enfants. Qui revient de temps en temps? Oui, oui, oui. Mais ma fille, dans ma maison où je demeure, il y a un enfant qui est décédé il y a longtemps, puis elle l'a vu monter l'escalier il y a une couple Ouais, de mois. c'est ça, c'est des petites choses comme ça qui m'est arrivé. Mais vous savez, quand vous restez au-dessus d'un cimetière, là, du côté technique, si vous entendez des explosions de temps en temps, ces fois, c'est le méthane ou le gaz dans le cercueil qui fait que le couvert saute. Puis on a des explosions. Oui, ça arrive, ça, de temps en temps. Oui. Phénomène Ça fait chimique. peur. Oui. Oui, oui, c'est un phénomène naturel. Ouais. Puis ma belle-mère, elle a une amie qui est médium, comme. Puis Oui. elle est venue visiter la maison avec elle. Puis on voulait faire visiter mon sous-sol. Elle n'a jamais voulu descendre. Puis il y a des gens enterrés dans le sous-sol. Elle n'a jamais voulu descendre. Oui, mais c'est intéressant, ça. Est-ce qu'il y a des pierres tombales ou c'est des cercueils qui sont dans la terre ou sur la terre? Bonne question. J'ai aucune Mon Dieu, tu idée. manifestes une expertise, Stéphane. C'était Ben, peurant. dans le sous-sol de l'église de Saint-Rémy, c'est des cercueils qui sont sur la terre. On les voit, les anciens dignitaires de la place. Ouais, ouais. Ah, mais c'est beau, ça. Bien, bravo, Véronique, merci. Alors, Ben, on merci. passe à Daniel de Verdun. Bonjour, Oui, bonjour. Daniel. Bonjour. OK, moi, ça commence. Je viens d'une famille catholique que le monde sont un petit peu... ils ont le cerveau lavé par le catholicisme. Oui. Moi pas, vous. Là, moi, quand j'étais jeune, j'ai déménagé à Montréal. C'est un gars de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Puis les jeunes qui habitaient alentour de moi, c'est des plus vieux de 14, 15 ans, 18 ans. Puis eux, Oui. ils aimaient ça du satanisme. Ils m'ont amené dans des maisons, ils m'ont violé là. Moi, j'ai commencé de même. Là, après ça, une couple de mois après, j'ai eu un accident, triple fracture du crâne, commotion cérébrale, j'étais dans le coma, puis tout. Là, j'ai revenu à moi. Mon père, il est mort après. Là, j'étais toujours dans la religion. Ma mère m'envoyait à l'église. J'étais obligé Mais là, de vous servir avez l'église. participé à des rituels sataniques où on vous violait. Ouais. Puis vous étiez dans la religion en même temps.
Ouais. Mais comment ça se passait? Ça se passait que là, ils m'amenaient là, puis eux, c'était pas des gars qui... Parce que moi, présentement, là, j'étais un gars qui est très calé en sciences occultes. Je connais toutes ces affaires-là. J'ai été dans une secte luciférienne pendant 5 ans. Ah oui? Ben, ce que vous allez faire, là, après l'appel, restez en onde. On va prendre votre numéro de téléphone avec la recherchiste. OK. Mais est-ce qu'ils vous violaient? C'est quoi, cela, là? Ben, c'est un mouvement qui est basé sur certains enseignements de la franc-maçonnerie. Oui. Puis c'est pour faire le mal, principalement? Le dieu qu'on prie, c'est Lucifer, qui est un dieu qu'on prie justement pour la paresse, pour obtenir tout gratuitement, puis c'est la vie facile, autrement. Daniel, c'est tout le temps qu'on a. Merci. Restez en onde. Annie va prendre vos coordonnées. On va poursuivre ça. Merci beaucoup, chers amis. Donc, je ne sais pas si on vous a convaincu de l'existence de Satan, mais ayez une très belle journée. Quand même. Et que le mal soit avec vous. Quand même. Quoi? Quand même. Comment quand même? Écoute, c'est un petit peu affolant. Le dernier appel? Oui. J'aime pas ça, moi, ça. Ça existe, vous savez. Ça existe. Il y a bien des gens fous. Bon. Écoute. Bonjour, mesdames et messieurs. On est le 6 juin 2006. Alors, est-ce qu'il vous reste encore de l'argent? C'était le premier du mois. Mon Dieu, ça te part un show. Ça, c'est pas de la bière, mes amis, c'est de l'eau. On vous a vu, hein? Alors, bienvenue tout le monde. Bonjour, Belzébuth Gendron. Ça va bien, Astaroth? Ça va pas mal, pantoute. C'est la journée des démons aujourd'hui. Pour les superstitieux, l'écran va se volatiliser dans quelques secondes. Nous sommes tous possédés de la bête aujourd'hui. Parlez pour vous. Exactement. Vous êtes la bête vous-même. Alors, parlant de bête, c'était hier le 25e anniversaire de la découverte du virus du sida. On ne sait pas encore si c'est un Français ou un Américain qui avait découvert le virus, mais bref, ça a été diagnostiqué. Le professeur Montagnier, le Français, en tout cas, à l'Institut Pasteur. C'est ça, exactement. Et souvenez-vous que le premier cas répertorié de sida au Canada, en 1981-82, c'était un Montréalais et on en a même fait un film, The Band Played On. Hein? Mais je me demande divulguer lors de relations sexuelles. Et moi, je pense que oui. Moi, je pense que non. Mais oui, je pense que non, parce que si tu as la responsabilité d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, un fuck friend, une histoire d'une nuit, comme c'est fréquent aujourd'hui, il faut que tu te protèges. Ben oui, il faut que tu... si tu te protèges, tu n'as pas besoin de dire que tu as le sida. Est-ce que tu aimerais ça, toi? Est-ce que coucher avec une femme qui a le sida, tu dis, moi, je me protège. En tout cas, moi, c'est justement l'affaire. Admettons que moi, j'ai le sida, puis tu me trouves de mon goût, puis t'en peux plus, puis tu veux me baiser. Si je te dis j'ai le sida... J'ai pas juste une petite culotte, moi, j'ai une tête. Excuse-moi, là. Ce qui veut dire que si quelqu'un a le sida, je veux le savoir, même s'il se protège. Mais ça veut dire que tu baiseras pas avec. Ben, ça veut peut-être dire ça. Et tant pis, baiser, là, on n'a pas besoin de ça pour vivre, là. Quand même, je baiserais pas, je mourrais pas, là, tu sais. Mais c'est l'expérience la plus intense dans l'histoire d'une vie humaine. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais ça peut être... L'orgasme. Ça peut être l'expérience de la mort aussi, allô? Ça, c'est moins le fun. C'est parce qu'à un moment donné, là, si tu forces les gens à divulguer tout ton pédigree puis ton casier judiciaire avant d'avoir tout de suite signer une formule de consentement... Ben oui, t'es dans une relation d'intimité. Mais si tu te protèges, t'en as pas de problème. Mais ça, c'est parce que tu es en train d'envoyer le message aux gens de dire, ben, baisez puis protégez-vous pas. Non, baiser. Non, pas tout en train de mélanger ça. Baisez, protégez-vous et ayez assez d'intimité avec la personne avec laquelle vous baisez pour. Alors, oui, maintenant, c'est terminé. Donc, pauvre gars. Et on apprend. Tu sais que le gars a juste le droit de parler à son avocate. C'est la seule femme adulte à laquelle il a le droit de parler? Oui. Mon Dieu, j'aimerais pas être dans ses souliers. Surtout une avocate, comme ça doit être intéressant. Surtout pour la facture. Maintenant, le Journal de Montréal, fait assez cocasse, est disponible toujours avec un certain retard à cause de la grève des pressiers. Mais le problème qui me chicote un peu là-dedans, dans la famille québécoise, c'est qu'on fait maintenant imprimer le journal en Ontario. C'est drôle, moi je pensais qu'il y avait une loi anti-scab au Québec qui empêchait ce genre de pratique-là, de détourner justement les grévistes pour aller ailleurs. C'est assez particulier. Oui, mais moi, toi qui es de la gauche, tu devrais être scandalisé. Moi, je t'ai expliqué hier. Sont comme ça. Tu veux faire du bashing sur les pauvres travailleurs qui sont en grève? Non, je ne vais pas faire du bashing sur les pauvres travailleurs. Je veux faire du bashing, en fait, sur une certaine conception de syndicalisme, le syndicalisme du passé, syndicalisme de fier à bras, qui fait que des gens, par exemple, non contents de leurs conditions, vont aller faire du saccage, ravager. Bon, là, on...
Ça me pue au nez, tu peux pas savoir à quel Oui, point. mais Moi, j'ai une attention, génération où on n'a pas profité de tous ces avancées. C'est pas dans le monde que le premier, c'est pas juste au Canada, c'est que ce premier cas de sida était un Canadien. Oui, et c'est moi-même qui avais fait son testament à l'époque. Il est décédé il y a environ 5 ans. Meurt pas du sida, mais les gens sont encore malades, ils ont encore plein d'effets secondaires. Et il y a des hauts et des bas, là. Oui, et les gens se protègent plus non plus. Ils sont aperçus aussi qu'il y avait une recrudescence de maladies vénériennes qu'on n'avait pas vues depuis des années, comme la syphilis, la syphilis est en croissance dans certains milieux. Oui, l'herpès. Alors, il faut se protéger. Toutes des belles maladies intéressantes. Oui. L'herpès, quand on a ça d'en face, c'est tellement plaisant. Stéphane. Surtout quand les boutons éclatent de partout. Reste dans le visage, puis allons au point. Mais là, tu veux me parler d'un footballeur des Rough Riders d'Ottawa, un ex. Oui, qui avait une vie assez trépidante. Un ex-footballeur, donc Travis Smith, qui, lui, en fait, est poursuivi parce qu'il aurait eu des relations sexuelles consentantes, dit-on, avec une femme, mais sans dire des relations protégées une fois, l'autre fois non protégées, sans, dit-on, avoir divulgué à cette femme le fait qu'il était atteint du sida. Est-ce qu'il le savait? C'est ça la question. Il le savait très bien. Il le savait très bien. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'on va maintenant, en fait, c'est ce que la Couronne veut, est-ce qu'on va maintenant obliger les gens qui ont le sida à le dire, pour l'avertir, pour que ça soit un vrai consentement. Moi, si je ne sais pas que le gars le sida, c'est pas un vrai consentement. Est-ce que tu peux tomber en amour avec quelqu'un qui a le sida? Mais bien sûr. Et là, ça change tout. Là, ça change toute la donne. Ça change toute la donne. Mais puis on peut vivre, oui, mais là, on parle d'histoire d'une nuit. Comme ce joueur de football et j'allais dire plusieurs sportifs de haut niveau ont des baises à répétition avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Excuse-moi, si je suis la pitoune qui a cruisé ce soir-là, je veux le savoir qu'il a le sida, excuse-moi. Oui, mais ça va s'arrêter où après? Est-ce qu'on devra le divulguer à notre employeur, à nos voisins, quand on va à l'hôpital? Je comprends que c'est une préoccupation, ça c'est vrai, puis que ça peut stigmatiser davantage des gens qui ont le sida. Mais dans le cas d'une relation sexuelle qui est un lieu d'intimité, c'est pas comme le travail, ça je pense absolument nécessaire de dire. En tout cas, personnellement, moi je pense que si tu te protèges, les risques ne sont plus là. C'est pas sûr à 100%, mais quand même. J'avais envie de je veux pas tomber dans les détails scabreux, là. Comment scabreux? C'est très beau, l'amour. Oui. Mais il y a se protéger. Oui. Tu sais, le port du condom, là, dans certaines relations, par exemple, bucco-génitales, il y en met-tu un, il y en met-tu peur. Mais regarde, se protéger, c'est pas nécessaire. Une chance sur 1 million. C'est pas sûr. Que je disais. Ben oui. Bon,